Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans l'heure de Pékin, nous allons nous appesantir sur les infrastructures. Nous allons parler infrastructures, mais infrastructures dans l'agriculture. Nous allons parler irrigation et nous allons nous appesantir très précisément sur les progrès effectués dans ce domaine de l'autre côté de la Chine sur ces 10, 15, voire 20 dernières années. Et pour en parler plus spécifiquement, nous allons nous mettre en relation avec notre consoeur de CGTN français, Chang Changhui. Chang Changhui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Et je suis toujours à Pékin pour vous présenter les dernières informations sur la Chine. Oui. Et aujourd'hui, c'est sur l'agriculture de la Chine. Voilà, l'agriculture. On sait très bien que sur ces 20, 30 dernières années, l'agriculture chinoise connaît une profonde transformation, est devenue assez performante, évidemment avec l'introduction de nouvelles techniques déjà de culture, d'irrigation notamment, et spécifiquement, on va en parler, utiliser l'eau de façon plus efficace, mais de façon performante. Mm. Oui, alors en fait, l'eau, la gestion d'eau a toujours été une grande question pour la Chine. Et en plus, je veux dire, ce n'est pas aujourd'hui que c'est quelque chose, un grand défi pour la Chine, mais depuis toujours. Pourquoi? Parce que la Chine, elle est tellement grande, elle a à la fois les plateaux, les déserts, les forêts, elle a des zones tropicales, elle a des zones froides, elle a des zones qui sont secs, très très sèches, elle a des zones qui sont très humides, vu l'étendue de son territoire. Donc, en effet, l'agriculture a toujours été un problème en Chine et surtout dans l'irrigation, surtout dans l'utilisation de l'eau. Et ça a toujours été un grand sujet pour la Chine. Et comme peut-être la plupart de nos internautes le savent, la Chine, il y a deux grands fleuves, les deux grands fleuves les plus importants en Chine. Le premier, c'est le fleuve Yangtze, et le deuxième, c'est le fleuve jaune. Donc le fleuve Yangtze, le fleuve jaune qui traverse le fleuve Yangtze au milieu de la Chine et le fleuve jaune un tout petit peu dans le nord de la Chine. Voilà. Depuis le temps ancien, les gens ont habitué, par exemple, à la construction de réservoirs d'eau pour justement récupérer une partie d'eau durant les saisons pluvieuses pour pouvoir les utiliser dans des saisons plus sèches. Et aujourd'hui, avec une amélioration de l'infrastructure, la Chine en effet a déjà mis en place, lancé ce grand projet qui s'appelle simplement d'envoyer une partie de l'eau dans le sud de la Chine vers le nord de la Chine. Ça s'appelle en chinois Nanshui Beidiao. Bien sûr, il faut donc construire beaucoup d'infrastructures pour directement envoyer de l'eau dans le sud de la Chine vers le nord de la Chine. Et ça a été efficace artificiellement justement pour augmenter l'approvisionnement d'eau. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est un grand pays d'agriculture. C'est un pays où on a 1,4 milliard de personnes qui a besoin de se nourrir tous les jours. 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Donc, la capacité d'approvisionnement en eau, elle est très importante dans l'agriculture. Par exemple, la réservation nationale de l'eau aujourd'hui, en fait, est passée de 700 milliards de mètres cubes en 2012 à 2021 à 890 milliards de mètres cubes. Du coup, en fait, c'est 190 milliards de mètres cubes de plus. Donc, c'est ce que la Chine a pu réaliser depuis 10 ans. Donc, le système d'irrigation, il est très important. L'approvisionnement d'eau, il est très important, que ce soit dans les régions rurales ou surtout dans les villes. Et nous avons vu que là, depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, avec les temps qui vont à l'extrême, à l'international, nous avons vu aujourd'hui que l'eau est encore devenue le plus important dans l'approvisionnement, dans le développement normal de l'agriculture. Eh bien, le système de l'irrigation intelligent est aujourd'hui devenu très à la mode en Chine puisque ça irrigue en fonction de l'humidité du sol. L'humidité du sol est surveillée en effet en temps réel par les capteurs d'humidité du sol. Donc, quand le système détecte que l'humidité du sol est faible, eh bien, il active automatiquement le système d'irrigation coûte à coûte.
Donc, lorsque l'humidité du sol répond à la valeur standard, eh ben, il éteint automatiquement l'irrigation. Donc, l'ensemble de ce processus de l'irrigation nécessite pas forcément la participation humaine. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien généraliser, par exemple, dans les serres et le laissant 24 heures sur 24 rouler sur eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de pratique. Et après, il éteindra automatiquement l'irrigation à partir du moment où l'humidité du sol répond à la valeur standard. Donc, l'ensemble de ce genre de processus d'irrigation, après avoir connecté, par exemple, simplement avec votre téléphone mobile à un ordinateur, donc les propriétaires de la ferme, simplement les fermiers peuvent visualiser directement l'humidité du sol sur leur propre téléphone mobile, puisque avant c'était artificiel et coûte à coûte, et donc ça prend du temps, et en plus on n'est pas sûr est-ce qu'on a mis trop d'eau ou pas assez. Peu d'eau. Donc le système d'irrigation aujourd'hui, le système intelligent, il est plus qu'important aujourd'hui dans le contrôle et dans la gestion du terrain. Et après, il y a aussi d'autres projets clés de sources d'eau qui ont été mis en place. Par exemple, cette route que je vous ai parlé, cette route qui s'appelle cette route Est, qui ramène de l'eau du sud de la Chine vers le nord de la Chine. Ça s'appelle un projet de déviation d'eau. Donc, vers le nord a été achevé et l'approvisionnement cumulé en eau a atteint 56,5 milliards de mètres cubes. 56,5 milliards de mètres cubes. Donc la construction de ce grand projet de dérivation d'eau, par exemple la route centrale du projet de dérivation d'eau du sud au nord, et la dérivation d'eau, par exemple, du fleuve Yangtze vers le fleuve Huaihe. En fait, ça, c'est entre de différents fleuves. Donc là, en fait, derrière, c'est beaucoup d'efforts qui ont été mis en place. C'est beaucoup aussi d'argent, des efforts qui ont été déployés pour la construction de ce genre d'infrastructure qui coûte très cher à la Chine. Et l'allocation... La question que je veux poser, quand on parle de déviation de cours d'eau, avec cette ampleur, il y a forcément des déplacements de personnes. Non, il n'y a pas de déplacement de personnes, justement. Okay. D'accord. L'infrastructure a été mise en place, les égouts sont construits, donc il y a des voies de déviation qui ont été construites. D'accord. Et après, on envoie de l'eau. Bien sûr, je veux dire, dans la construction et dans la gestion, on a besoin beaucoup de main-d'œuvre. Mais à partir du moment où ça a été mis en place, ça devient quelque chose de. Exactement. Pas forcément d'avoir des gens impliqués, beaucoup de gens impliqués dedans. C'est un projet national. Et donc, à ce moment-là, en fait, justement, ça a été efficace. Et en effet, la dérivation d'eau des endroits très humides vers les endroits très secs, et bien en fait justement ça a servi par exemple à la réforestation, à la construction d'un environnement plus vert et plus biologique. Donc on peut aussi dire qu'au cours de ces 10 dernières années, le pays a construit 54 projets de dérivation d'eau, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. 54 projets, c'est beaucoup. Y compris la première phase du projet de dérivation d'eau nord-sud, avec un volume de transfert d'eau annuel prévu de 64 milliards de mètres cubes. 64 milliards de mètres cubes. Et l'allocation globale des sources en eau a été considérablement améliorée en Chine. C'est aussi le cas que j'ai constaté, par exemple, surtout dans la région du sud de la Chine où il pleut beaucoup, où tout l'environnement est assez humide. Eh bien, l'utilisation de cette somme d'eau, le fait que cette somme d'eau puisse être envoyée dans le nord de la Chine, c'est déjà une bonne chose pour l'approvisionnement de l'eau en ville et puis dans l'agriculture. Et d'ailleurs, depuis 10 ans, le problème de la sécurité de l'eau potable en milieu rural de la Chine a aussi été résolu. Et le problème de la sécurité de l'eau, l'hygiénité de l'eau potable, ça a été quelque chose de très important, c'est-à-dire de pouvoir fournir à tout le monde de l'eau saine, où que vous soyez. Et le problème de sécurité d'eau potable de 280 millions
personnes rurales ont été résolues. Donc le taux de pénétration d'eau du robinet dans les zones rurales a atteint 84%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Chine, dans les zones rurales, à peu près 84% de la zone rurale peuvent donc avoir accès directement de l'eau du robinet. Donc, on comprend qu'il y a une allocation, disons, équilibrée, hein, une utilisation un peu plus proportionnée de l'eau, Oui, de nature à effectivement. permettre à l'agriculture de se développer. Oui, Donc, est-ce que vous pensez oui, que ce mais type de système, la question est toujours la même, est-ce que ce type de système est transposable dans des pays comme le nôtre qui attendent encore d'affiner leur technique d'irrigation, qui ont pour objectif de booster leur production agricole? je pense que ça dépend vraiment d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue national, parce que en Chine, ça a été un projet national et ça a été concrétisé de haut en bas. C'est-à-dire que au niveau, de plus haut niveau de la direction, ça a été dit, tiens, on va construire un réseau, un très grand réseau, et d'ailleurs, ça va mobiliser les efforts de différentes provinces, ça va mobiliser les efforts de différents départements. Donc, c'est vraiment de construire quelque chose de haut en bas, dans l'exécution. Donc, c'est un très grand budget qui a été mis en place. La Chine, même dans la construction de ces genres de projets, dans la dérivation d'eau, ils ont même, par exemple, dû réalloger une certaine partie des villageois, de leur dire, tiens, à partir de certains jours, vous devez donc partir de cette ville et habiter tous dans une autre ville à côté, parce que cette ville-là sera servie comme un réservoir d'eau dans la dérivation d'eau. Donc voilà, en fait, il s'agit de beaucoup de choses, le réménagement du territoire, il s'agit de la sécurité, le département de la sécurité, il s'agit aussi de la collaboration de différents départements en Chine et la collaboration de différentes provinces en Chine, puisque quand on souhaite envoyer de l'eau du sud vers le nord, il faut traverser plusieurs provinces. Donc, les gouverneurs de chaque province sont aussi impliqués dedans. Donc, c'est un grand projet qui implique de différentes parties. Donc, je pense qu'effectivement, ça pourrait être une belle idée, surtout quand on est un pays qui est une partie au bord de la mer et d'autres parties qui n'est pas tellement au bord de la mer. Et après aussi, c'est aussi de savoir les ressources d'eau, d'où vient d'eau, d'où vient de l'eau. En Chine, par exemple, c'est un pays où il y a des endroits très humides, il y a aussi des endroits très sèches. Et après, là-dessus, je voulais quand même ajouter juste un petit mot sur la reforestation et la déforestation. Alors, la Chine, à un moment donné, durant à peu près une période de 10 ans, avec un développement rapide de l'industrie, développement rapide de la construction, eh bien, à ce moment-là, il y a eu des phénomènes de déforestation. Et depuis 10 ans, en fait, la Chine a toujours fait beaucoup d'efforts dans la réforestation, c'est-à-dire de rendre cette terre qui était peut-être déjà devenue désert, de redevenir vert. Et ça a été le cas, par exemple, dans la région Uyghur du Xinjiang. Là, j'y suis allée il y a un an pour regarder les efforts de la réforestation sur place. Et en fait, moi, j'ai pu parler avec les gens local. Hein. Ils ont besoin, bien sûr, de l'irrigation. Ils ont besoin de planter les arbres et les plantes qui sont adaptables au climat très aride sur place. Et en même temps, en fait, c'est beaucoup de patience, beaucoup de patience. À partir du moment où ils ont planté cette plante et que ça n'a pas marché, ces plantes sont mortes, c'est pas grave. On revient vers la case de départ et on reprend. On reprend une fois, deux fois, trois fois et peut-être c'est la quatrième année que ça va commencer à marcher. Parce que c'est pas uniquement les plantes qui poussent. Il faut aussi, en fait, cultiver la terre qui sont adaptables pour la culture des plantes. Il faut tout un écosystème. Oui, exactement. Et c'est l'écosystème, c'est la construction du système le plus difficile à construire. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je reviens à ce que je dis. Oui. C'est un grand projet et je pense que ça demande bien sûr beaucoup de travail national, d'un Oui. point de vue du niveau national. Mais sinon, à part ça, je pense que de mon côté, je pense que les systèmes intelligents, par exemple dans l'irrigation, ça peut être
un nouveau champ de coopération dans le futur. Et j'espère que ça va également inspirer nos internautes au Bénin. Au Bénin, voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet apport et ces éclaircissements. Il est évident que nous allons continuer par en parler, toutes ces techniques inspirantes qui peuvent servir de ce côté-ci. Merci. Merci à vous, Chang Changhui, pour ce partage Merci. d'informations. Merci et à très vite.